Euh, Bonjour. Voilà, donc dans cette séance, on va essayer de finaliser le deuxième chapitre. Donc, je rappelle, c'est un chapitre donc, qui porte sur les fonctions une seule variable. Il est composé de deux parties. Alors, la première partie, donc, ça permet d'introduire de façon générale donc, la notion d'une application. Euh, alors, on a pu donc, voir donc, la définition d'une application. Donc, c'est une correspondance entre euh, un ensemble de départ et un ensemble d'arrivée. Donc, tel que chaque élément dans l'ensemble de départ donc, a un seul, a au plus un seul correspondant. Alors, on a pu voir également donc, le composé de deux applications, l'application injective, surjectif et puis bijectif. Maintenant, donc, on va introduire donc, ce qu'on appelle l'application réciproque. Alors, une application réciproque, donc ça suppose la donnée d'une application bijective qui va donc d'un ensemble E vers un ensemble F. D'accord? Et donc, l'application réciproque de F, que l'on note F-1, n'est autre que l'application qui est un élément dans l'ensemble d'arrivée, donc un élément Y dans l'ensemble d'arrivée, donc ça fait associer son unique antécédent X dans l'ensemble de départ. Alors, l'unicité donc, de l'antécédent, donc, il est bien justifié par le fait que donc, l'application donc, que l'on a, il est bijective. Et donc, on peut vérifier les propriétés donc, suivantes. Et donc, pour le composé donc, des deux applications, donc F-1, donc rond F, donc on a cette propriété. Donc, de façon similaire, donc on montre que F rond F-1, donc qu'on composé de deux applications, il vérifie donc la deuxième propriété que vous avez devant vous. Très bien. Donc, on va donner tout de suite un exemple. Donc, on se donne alors l'application suivante. Donc, il va de R étoile donc, à valeur donc, R, donc moins l'élément 1. Alors, c'est très important donc, quand on cherche à étudier si une application il est objectif ou bien à déterminer donc l'application réciproque donc d'une application, de bien prendre en considération ce que vous avez comme ensemble de départ et comme ensemble d'arrivée. Donc, pour déterminer donc l'application réciproque, donc si ça existe, donc qu'est-ce qu'on fait? Donc, on prend un élément Y dans l'ensemble d'arrivée, donc Y a priori il est différent de 1, et puis donc on résout cette équation, d'accord, par rapport à X. A priori, donc si on a une application qui est bijective, le X ça va être unique, et donc ça va être une fonction de Y comme on va voir. Et donc là, en remplaçant donc l'expression de f ici, on a donc cette égalité. Maintenant, donc, on peut exprimer donc 1 sur x donc à l'aide de cette équation. Et alors, puisque y il est supposé différent de 0, donc x est égal à 1 sur y moins 1. Donc ça permet donc d'exprimer x en fonction de y. Et par la suite, donc l'application réciproque de f est définie donc de l'ensemble de départ R moins l'élément 1 vers R étoile. OK. Et il est donné par donc f moins 1 de y, donc est égal à x, est égal à 1 sur y moins 1. Donc vous voyez donc la fonction de départ, donc dans l'application de départ f, bien la fonction de départ, donc on utilise la variable x et on réserve la notation y donc pour les éléments de l'ensemble d'arrivée de f. D'accord? Donc ça, c'est un exemple donc, qui, voilà, donc, qui montre donc, comment on pourrait donc, déterminer donc, l'application réciproque d'une application bijective.
Et donc là, le point de départ, c'est de résoudre cette équation tout en tenant compte de ce qu'on a comme ensemble de départ et comme ensemble d'arrivée. Très bien. Donc, maintenant, on va passer à la deuxième partie, donc, qui traite de fonctions. Donc, une fonction, c'est un cas particulier d'une application. Les ensembles de départ et d'arrivée, ce sont des parties de R. D'accord? Et donc là, on parle de ce qu'on appelle une application numérique. Alors, quand on travaille donc, avec des fonctions, donc vous vous rappelez bien, donc, la première des choses à faire, c'est de définir donc, ce qu'on appelle son domaine de définition. Donc, on le rappelle ici. Donc, c'est l'ensemble D de F, donc n'est autre que les éléments X, donc, dans l'ensemble de départ donc, de l'application de la fonction F, tel que F de X ait un sens, ou bien F de X existe. Alors, donc, en plus du domaine de définition, donc, je suppose que donc, vous avez eu l'opportunité d'étudier des fonctions et de faire leur représentation graphique. Et donc, réellement, ce que vous représentez, c'est ce qu'on appelle donc, le graphe de la fonction ou bien la courbe de F. Donc, c'est un ensemble donc, que l'on note, donc CF, que l'on définit de la manière suivante. C'est l'ensemble du couple XY, avec X bien entendu dans le domaine de définition de F, et X et Y, donc ils sont liés par la relation Y égale à F de X. D'accord. Alors, il y a d'autres éléments donc, que l'on va voir. Donc, il y a par exemple donc, la notion de parité, donc la symétrie, c'est-à-dire quand est-ce qu'une fonction il est pair ou impair. On verra également donc, la monotonie, okay, les fonctions périodiques, ou bien et aussi donc, les fonctions convexes et concaves. Donc, je suppose peut-être à part donc, la notion de convexité et concavité, donc les autres éléments, donc, vous les avez vus déjà au terminal. Et donc, ça n'empêche pas, donc on aura le temps de les revoir ici. Très bien. Donc, bon, mais avant d'aborder ces choses-là, donc, on va donner un exemple. Donc, on prend l'exemple de cette fonction. Donc, vous voyez, donc, on va chercher son domaine de définition. Et donc, a priori, donc, le 1 sur x, pour que ça ait un sens, bien entendu, donc, il faut que le x soit différent de 0. Donc, on peut conclure facilement que le domaine de f, c'est bien donc, le R étoile. Alors, pour le deuxième exemple, donc, le g de x égale racine de x. D'accord? Donc, je vous rappelle qu'on est dans R. Pour que racine de x ait un sens, ou bien existe, donc il faut bien entendu que le x soit positif. Et donc, le domaine de G, donc c'est R+. Donc là, il faut rectifier, s'il vous plaît. Donc, x supérieur ou égal à 0. Alors, le troisième exemple, donc h de x égale à ln de x. Donc, c'est la fonction logarithme népérien. Et donc, son domaine de définition, bien, donc il est défini pour x donc supérieur strictement à 0. Donc, le domaine de définition de cette fonction h, donc c'est R plus étoile, ou bien donc l'intervalle 0 plus infini, tel que donc 0 n'est pas inclus. Et donc, comme dernier exemple, donc vous avez donc cette fonction-là, donc zx égale à ln de 1 sur racine de x. Et donc là, donc, vous pouvez vérifier bien que donc, son domaine de définition, donc c'est également R plus étoile. Donc ça, c'est un exemple de représentation graphique d'une fonction. Donc, on représente le graphe ou bien la courbe. Donc, ici, donc, de la fonction qui est x associée donc racine de x. Et donc, on peut remarquer en particulier donc, que donc, le graphe ou bien la courbe de cette fonction-là, donc, il admet une tangente qui est verticale en 0. D'accord? On va voir maintenant donc, la notion de parité. Mais avant cela, donc,
vous avez cette remarque-là, d'accord? Alors, donc, ça nous indique donc, comment on pourrait donc, définir le domaine de définition d'une fonction qui se présente comme la composée de deux fonctions. Donc là, l'exemple, c'est cette fonction-là, h, qui se présente comme le composé donc, de g et f, donc h égale à g rond f, donc qui va de e, donc à valeur, dans g. Et donc pour avoir c'est-à-dire le domaine de définition de h, donc déjà, il faut que, c'est-à-dire que le x soit dans le domaine de définition de f, et que f de x soit dans le domaine de définition de g. Donc, il suffit juste d'écrire donc h de x donc, est égal à g de f de x pour se rendre compte de cette définition-là. Très bien. Donc, vous avez un exemple ici. Donc, c'est l'exemple des deux fonctions que vous avez là, f et g. Et donc, ce qu'on cherche à faire, c'est de définir le domaine de définition du composé, donc gérant f. Donc, de façon intuitive, donc gérant f de x, donc il est donné par ceci. Donc là, on remplace f de x par 1 sur x moins 2. Et bien entendu, pour que l'on puisse donner un sens à 1 sur x moins 2, donc il faut que x soit différent de 2. Et après, donc, il faut calculer g de ça. Il suffit juste de remplacer dans la définition de g, donc remplacer x par 1 sur x moins 2. Et donc après un calcul simple, donc on vérifie que g rond f de x donc, est égal à x sur x moins 3. Et donc en condition donc, additionnelle, on aura besoin que le x soit différent de 3. Et par la suite, donc, le domaine de définition de g rond f, donc c'est R moins les éléments ou bien moins les nombres 2 et 3. D'accord, donc maintenant donc, on peut regarder, introduire la notion de parité. Alors, une fonction paire. Donc, pour une fonction paire, donc, vous avez deux choses à vérifier. C'est important. Il y a deux points. Alors, petit i, donc, si x il est dans le domaine de définition de f, alors moins x aussi, il est dans le domaine de définition. Et puis, donc, quel que soit x élément du domaine de définition de f, f de x est égal à f de moins x. C'est très important, les deux points-là, parce que c'est-à-dire si vous ne vérifiez pas donc, le premier point, petit i, donc la réponse est mauvaise. D'accord? Vous allez voir pourquoi. Parce que déjà, au niveau du petit i, pour que l'on puisse donner, pour x donné dans d de f, pour que l'on puisse donner sens à cette égalité-là, donc il faut qu'au moins x aussi soit dans le domaine de définition. Et pour cela, donc, il faudrait mentionner ou bien vérifier donc, la propriété i qui se fait de façon très simple dans le cas général. Alors, donc, quand il s'agit d'une fonction paire, donc on a une propriété de symétrie par rapport à l'axe désordonné. C'est l'objectif de la remarque que vous avez ici. Il suffit par exemple de penser à la fonction qui a x, donc qui va de R à valeur dans R, qui a x, donc ça fait associer donc x carré. Donc vous voyez donc la courbe de cette fonction, donc il admet l'axe désordonné comme axe de symétrie. Et donc cette fonction est bien entendu une fonction qui est paire. Alors, de façon similaire, donc une fonction pour une fonction impaire, donc encore là, donc le point i à vérifier. Et puis donc le deuxième point, c'est que quel que soit x dans le domaine de définition de f, donc f de x donc, est égal à moins f de moins x. Ça, c'est pour une fonction paire. Pour ce genre de fonction, donc, il y a donc une symétrie, c'est-à-dire la courbe de ces fonctions-là, donc ça possède une symétrie par rapport à l'origine. Et donc, il suffit juste de penser, par exemple, à la fonction qui a x fait associer x à la puissance 3. D'accord, donc vous avez un certain nombre d'exemples ici. Donc, f de x égale à 1 sur x carré. Donc, le domaine de définition de f, c'est R étoile. Vous pouvez voir donc, facilement donc, vérifier la propriété I. Là, le domaine de définition, donc, il
ils en soient symétriques par rapport à l'origine. Et donc, cette fonction-là est paire. C'est une conséquence du fait que donc, la fonction x carré, elle est paire. Donc, ça, c'est un autre exemple. Donc, le domaine de définition de cette fonction d'abord, donc c'est R. Et donc, vous avez la propriété I, donc, qui vérifie donc, pour l'ensemble R. Et encore là, donc, il s'agit d'une fonction donc, qui est paire parce que donc, les fonctions que vous avez là, donc x à la puissance 4 et x carré, ce sont des fonctions paires. D'accord. Donc, le troisième exemple, donc, c'est cette fonction-là, h de x est égal à ln de valeur absolue de x. Et donc, le domaine de définition de cette fonction-là est bien entendu donc, R étoile. Donc, ça vérifie la propriété I. Donc, c'est x il est dans R étoile, moins x il est dans R étoile. Et cette fonction-là, elle est paire comme conséquence du fait que la fonction qui a x face à ses valeurs absolues de x, elle est paire. Donc, vous pouvez vérifier facilement la parité de ces fonctions. Comme je vous ai dit, donc, il ne faut pas oublier le premier point, c'est-à-dire le point. Voilà, donc là, c'est des exemples de fonctions impaires. Donc, le domaine de définition de cette fonction-là, c'est R étoile. Et puis, donc, la parité de K, donc, c'est une conséquence de la parité de la fonction donc, qui est x associé x à la puissance 3. Donc, là encore, donc, un autre exemple, fonction impaire. C'est la somme de deux fonctions impaires. Et le domaine de définition, c'est R, ça vérifie la propriété I. Alors, le troisième exemple, donc, vous pouvez vérifier donc, que cette fonction-là, donc son domaine de définition, c'est R, et que c'est une fonction qui est soi-disant impaire. Donc, il suffit juste dire, donc le domaine de M, c'est R, puis donc il faut évaluer M de moins X, utiliser d'une part donc, la parité donc, de la fonction X à la puissance 3 de X, et puis la parité de la fonction sinus. Donc, je rappelle que la fonction sinus, c'est une fonction qui est impaire, et que la fonction cosinus, c'est une fonction qui est paire. D'accord, donc on va regarder maintenant la définition donc, de la monotonie, c'est-à-dire quand est-ce qu'une fonction il est croissante ou bien il est décroissant. Pour cela, donc, on se donne une fonction f donc, qu'on pourrait définir sur l'intervalle i, donc, qui est un sous-ensemble donc, du domaine de définition de f. Alors, pourquoi un intervalle? Parce qu'en fait, donc, la propriété de monotonie, c'est une propriété locale. Donc, si vous vous rappelez bien, donc, vous étudiez donc, des fonctions, vous voulez donc vérifier la monotonie, vous passez par le calcul de la dérivée. Et donc, à partir du signe de la dérivée, donc, vous pouvez avoir des intervalles. La fonction f, la fonction que vous étudiez, elle est décroissante, par exemple. Et sur un autre intervalle, il est croissant. Alors, la définition de base d'une fonction croissante, donc, il est donné par la propriété que vous avez là. Donc, si on prend deux éléments quelconques x, y dans l'intervalle i, tel que x est inférieur ou égal à y, alors f de x est inférieur ou égal à f de y. Donc, ça, c'est pour une fonction croissante. Quand il s'agit d'une fonction qui est décroissante, donc vous pouvez remarquer que le signe de comparaison, cette fois-ci, donc il est supérieur ou égal. Donc, si x est inférieur ou égal à y, alors f de x est supérieur ou égal à f de y. Et donc la remarque, c'est juste pour rappeler d'une part donc, ce que je viens de mentionner, c'est que donc, la propriété de monotonie c'est une propriété locale. Donc c'est pour ça donc dans la définition on travaille avec des intervalles. On prend donc à titre d'exemple donc la fonction valeur absolue de x. Alors bon, cette fonction-là, donc en utilisant sa définition, donc on pourrait voir facilement qu'il est croissant sur R+, et il est décroissant sur R-. D'accord? Et donc, d'où donc l'intérêt donc
d'introduire donc un intervalle i pour voir est-ce qu'il s'agit d'une fonction qui est croissante ou donc décroissante. Donc ça c'est la définition de base, mais on verra donc dans un autre chapitre donc à l'aide donc de la fonction dérivée que l'on pourrait donc caractériser donc la monotonie d'une fonction. Bien, donc à l'aide de la fonction dérivée, donc on pourrait étudier la monotonie d'une fonction. Alors là, on rappelle, donc là, on donne un exemple. Donc, c'est l'exemple de cette fonction-là, f de x égale à x à la puissance 3. C'est un exemple très simple. Donc, si vous utilisez donc la dérivée, si vous dérivez donc f' de x, donc c'est 3x carré est positif. A priori, donc cette fonction-là, elle est croissante. Donc, on va vérifier donc, que f est croissante sur R en utilisant la définition. Et donc là, on va prendre donc xy dans d de f, tel que x est inférieur ou égal à y. Et puis, donc, on va étudier le signe de f de x moins f de y. Donc là, on peut utiliser une identité remarquable que vous connaissez. D'accord? Et après, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, au niveau de ce terme-là, donc, il faut faire apparaître une identité remarquable. Comme c'est fait ici, donc 2 fois x fois y divisé par 2. Puis, donc, on va ajouter ce terme-là et puis on va le retrancher. Donc là, la quantité que vous avez là, ça donne une identité remarquable. Donc, a au carré plus 2 fois ab plus b au carré, donc est égal à a plus b, le tout au carré. Donc, c'est ce qu'on vient d'appliquer à ce stade-là. Et donc, vous pouvez remarquer que, donc, que ce terme-là, d'accord, il est positif, parce que vous avez deux puissances au carré, donc ils sont positifs. Donc, le carré d'un nombre réel est toujours positif. Et donc, le signe de f de x moins f de y, c'est le signe de x moins y. Or, donc, x est inférieur ou égal à y. Et donc, f de x, il faut que ça soit inférieur ou égal à y. Et ça montre que la fonction que l'on a ici, elle est croissante. D'accord, donc on va voir maintenant donc, la définition d'une fonction périodique. Donc f est dite périodique, donc s'il existe un nombre t, donc non nul, tel que f de x plus t est égal à f de x, quel que soit x appartenant à E. D'accord, E est une partie de R. Alors le plus petit nombre t tel que cette propriété-là, il est vérifié quel que soit x appartenant à E, ça s'appelle la période de la fonction. D'accord? Et à titre d'exemple, on prend la fonction cosinus que vous avez ici. Donc, on fait une représentation graphique de cette fonction-là. Donc, le cosinus de 0, c'est 1. Cosinus de pi sur 4, donc c'est le cosinus. Voilà, on va prendre cette valeur-là. Donc, cosinus de cosinus de pi sur 2, donc là, normalement, c'est pi sur 2, c'est 0. Cosinus de pi, donc c'est moins 1, etc. Cosinus de 3 pi sur 2, c'est 0. Et puis, vous avez cosinus de 2 pi. Donc là, la période, a priori, c'est 2 pi. D'accord? Alors, quelques remarques par rapport à ces notions-là. Donc, quand vous avez une fonction qui est paire, par exemple, ou bien qui est impaire. Donc, supposons que la fonction il est paire, par exemple, donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser la fonction sur toute la droite réelle. Donc, vous pouvez l'utiliser seulement sur R+. Et donc, par symétrie, donc soit par rapport à l'axe des ordonnées ou bien par rapport à l'origine, donc vous pouvez en déduire donc, le comportement de la fonction sur l'intervalle moins l'infini 0. Et pour la périodicité, donc généralement, donc si vous avez une fonction qui va de R à valeur dans R, qui est périodique de période de t, il suffit donc de l'étudier donc sur l'intervalle 0t. Et après, donc, on pourrait en déduire donc, le comportement de la fonction sur toute la droite réelle. D'accord, donc maintenant, on va rappeler donc, la définition d'une fonction convexe et concave.
donc suivi d'une interprétation graphique. Alors, une fonction convexe donc, pourrait être définie donc, de la manière suivante. Donc, encore là, donc, on passe par un intervalle I. Donc, je vous rappelle cette propriété de convexité, donc c'est une propriété locale ici. Donc, on peut avoir des fonctions convexes sur un intervalle, et puis par exemple concave sur un autre intervalle. Donc, c'est pour ça donc, on passe par un intervalle I. Donc, dire que f il est convexe sur l'intervalle I, donc si quel que soit x, y dans I, quel que soit le paramètre t dans l'intervalle 0, 1, on a cette inégalité-là. Alors, je vais donc, vous expliquer donc c'est quoi le rôle de ce paramètre t. Donc, si vous prenez donc, deux éléments, ou bien deux réels x, y dans l'intervalle i, okay, la quantité tx plus 1 moins t fois y, donc ça permet de décrire donc, les réels qui sont sur l'intervalle, soi-disant définis par les extrémités x et y. Donc, je n'ai pas spécifié parce que x soit inférieur ou égal à y, ou bien x supérieur ou égal à y. Et donc, tx plus 1 moins ty, donc ça représente un réel compris entre x et y. Pareil, donc t de f de x plus 1 moins t f de y, donc ça représente un réel compris entre f de x et f de y. Donc c'est une inégalité inférieure ou égale quand il s'agit d'une fonction convexe. Alors pour une fonction concave, donc, on a une inégalité supérieure ou égale. Donc c'est presque les mêmes notations que pour la définition d'une fonction convexe. Alors, d'un point de vue géométrique, donc comment on pourrait vérifier s'il s'agit d'une fonction convexe ou pas. Donc, c'est le cas donc, de la courbe de la fonction que vous avez à gauche ici. Donc, si on prend donc, deux valeurs, soi-disant x et y, d'accord. Alors, l'image du x, c'est f de x, l'image du y, c'est f de y, puis on fait joindre les deux points que vous avez ici pour construire ce segment, donc qui est marqué en rouge. Quand il s'agit d'une fonction qui est convexe, ce segment il est situé donc ci-dessus le graphe ou bien la courbe de la fonction. D'accord. Alors, par contre, quand il s'agit d'une fonction concave, donc si on fait la même représentation, on prend deux points, bien deux valeurs x et y, d'accord. Puis donc on fait joindre les deux points que vous avez là pour construire ce segment. On voit que le segment il est situé ci-dessous le graphe, donc qui est en bleu. D'accord. Donc c'est géométriquement, donc c'est de cette façon-là que vous pouvez vérifier s'il s'agit d'une fonction convexe ou concave. Prenez par exemple l'exemple le plus connu donc de fonction convexe, c'est la fonction qui est x face aussi x au carré. Donc c'est une fonction convexe. Et pour une donc si on prend l'exemple donc de la fonction par exemple qui est x face aussi x à la puissance 3, on peut vérifier que cette fonction-là, il est convexe sur R+, et il est concave sur R-. On verra donc dans un chapitre prochain comment on pourrait caractériser donc la convexité et la concavité donc à l'aide de la dérivée seconde. Donc a priori donc là où la dérivée seconde est positive, donc ça vous avez c'est-à-dire localement donc dans cet endroit-là donc la fonction il est convexe, là où c'est négatif donc ça devient concave. Et donc, vous pouvez vérifier pour la fonction qui est x face aussi x à la puissance 3. Donc, en calculant la dérivée seconde, donc ça va donner 6 fois x. Et donc, le signe de la dérivée seconde, c'est le signe de x. Donc, si x il est positif, la dérivée seconde il est positive. Et donc, sur R+, donc la fonction qui est x face aussi x à la puissance 3, il est convexe. Et sur R-, il est concave. Voilà, donc avec ceci, on finit le deuxième chapitre, mais j'ai oublié un exemple ici. Donc, on prend donc l'exemple de la fonction donc, qui est x face aussi x au carré. Donc, on va vérifier qu'il est convexe. Donc, tout en utilisant la définition que l'on vient d'introduire. Donc, on prend deux éléments x, y dans 1.
Donc là, on va vérifier la convexité dans R. Et puis, donc, un paramètre T qui est dans l'intervalle 0,1. Donc, il va falloir trouver donc, cette inégalité-là. Et donc, il faut étudier le signe de la quantité que vous avez à gauche, montrer que c'est négatif. Et donc là, il suffit juste voilà, donc d'étudier le signe de cette quantité. Puis donc là, on va utiliser la définition de f. Pour le terme tx plus 1 moins t fois y, puis donc f de x, on va le remplacer par x carré, f de y, on va le remplacer par y carré. Alors, on va utiliser à ce niveau-là donc l'identité remarquable a plus b au carré. Donc, c'est ce qui est fait ici. Et puis, donc, il faut arranger après donc, les termes en x carré. Donc, vous avez ce terme-là et puis ce terme-là. Les termes en y carré, donc, on a ce terme-là et puis donc, le terme que vous avez ici. Et puis, donc, il y a également ce terme. Donc, c'est ce qu'on fait à ce stade-là. Bon, un signe moins près, donc ce terme-là, alors, ce terme-là, donc, c'est égal à celui-là. Donc, il est égal à t fois 1 moins t. Donc, normalement, t carré moins t, donc il est égal à moins t fois 1 moins t. Alors, si on développe le terme qui est là, donc, en factorisant par 1 moins t, donc on peut montrer que c'est égal à, il faut faire attention au signe moins ici, il est égal à 1 moins t fois t. Et après, tout simplement, il suffit juste de factoriser par 1 moins t fois t. Et donc, ça va donner moins x au carré ici, moins y au carré ici, plus 2 fois xy. Donc là encore, c'est une identité remarquable. Donc, vous marquez le signe moins là. Donc, on finit par exprimer donc, ce terme à l'aide de cette formule. Donc, maintenant, il faut étudier le signe de ça. Le x moins y au carré, il est toujours positif. Le t, il est compris entre 0 et 1. Donc, t, il est positif. Et puis 1 moins t, il est positif aussi. Donc, le produit, il est positif. Avec ce signe moins, donc ça va donner une quantité qui est négative. Et ça montre que la fonction que l'on a, elle est convexe. Donc, avec ceci, donc, on va finir, donc, on vient de finir donc, le deuxième chapitre. Et donc, je vous dis à la prochaine.